Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, psychédélique quand ça se passe mal, épisode 1. Quand j'étais adolescent et que je découvrais les free parties avec ma bande d'amis, on entendait régulièrement passer une rumeur. Chaque teufeur connaissait quelqu'un qui était resté perché après avoir consommé une dose de drogue trop importante. Les années ont passé, Internet s'est développé et il est devenu plus facile d'obtenir des informations fiables sur les conséquences de la consommation de drogue. J'ai donc lu à de nombreuses reprises qu'en réalité, il n'était pas possible de rester perché. Le produit monte et finit toujours par redescendre. Il n'est pas possible de rester sous l'emprise d'une molécule qui a été métabolisée. Mais attention, il ne faut surtout pas en déduire que la prise de certaines drogues ne peut pas avoir un impact grave et durable sur le psychisme des consommateurs. Les deux témoignages qui vont suivre de Quentin et d'Ahmed vont permettre d'illustrer cela. J'ai décidé de les présenter en parallèle au sein des mêmes épisodes car ils sont très proches, à différents niveaux, vous l'entendrez. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Alors, pour me présenter, moi je suis... déjà je m'appelle Quentin, j'ai 32 ans, je suis né en région parisienne. Après moi j'ai vécu un petit peu partout en France, tu vois, je suis vite parti de la région parisienne, j'avais 2 ans, pour vivre dans le sud de la France. Après je suis remonté en Charente, Charente-Maritime, Île-d'Oléron, Saintes pour les connaisseurs, mais... Bon, même s'il doit y en avoir peu. Après, j'ai vécu à Bordeaux, je suis revenu sur Angoulême, et actuellement, je suis dans le sud de la France. Bon, j'ai pas mal bougé. J'ai eu une enfance plutôt cool. J'avais une mère qui était dans le service public, ce qui a fait que on a dû beaucoup déménager, et un père artiste, et donc qui était principalement tout le temps à domicile et qui nous a élevés. En revanche, lui est décédé, moi j'avais 9 ans, donc je l'ai pas connu longtemps, mais en tout cas mes jeunes années sont de très très bons souvenirs, quoi. Comment je suis arrivé à la prise de drogue ? C'est très simple, on va dire par curiosité, principalement. Déjà, faut savoir que j'ai toujours baigné dans un environnement où la drogue était présente. Ça a toujours parlé de drogue autour de moi. Toujours, même tout petit, tu sais. J'entendais des phrases qui parlaient d'héroïne, de LSD, de cocaïne, etc. À l'âge de 6-7 ans, tu vois. Bon, c'est des choses habituellement qu'on dit pas devant un gamin. Effectivement, moi, avant 10 ans, j'ai entendu des trucs du type faut éviter de prendre de l'héroïne, ça peut rendre accro, faut éviter le LSD, faut faire attention. Bon, bref. Je pense sérieusement que ça a nourri une curiosité, parce que concrètement, dès l'âge de 14 ans, j'ai fumé de manière régulière, à dose quand même plutôt conséquente, quoi. Étant toujours porté par la curiosité, et puis à cette époque-là, moi j'ai 32 ans, donc quand j'avais 14 ans, c'était l'époque des festivals. Il y avait des festivals partout, surtout dans la région où j'étais. Et donc c'était l'opportunité de tester un petit peu tout ça. J'ai testé mes premières drogues puissantes à 14 ans. Tu vois, le premier buvard, je l'ai pris, j'avais 14 ans. Premier taz, pareil. Mais ça restait très ponctuel. Si tu veux, j'ai eu une période on va dire de 14 à 16 ans où j'ai testé tout type de drogue. Après, je me suis calmé. J'ai eu de nouveau une période entre 17 et 20 ans où là, j'ai eu une période beaucoup plus furieuse, en revanche, portée par les festivals, les free parties et tout ça. Concrètement, j'ai touché à quasi toutes les drogues qu'on connaît. Cocaïne, héroïne, LSD, champignons, MDMA, les drogues de synthèse aussi. Donc voilà, de
de 17 à 20 ans, on va dire, c'est là où ça a été le plus furieux, le plus répété en termes de dose. Et ayant un tempérament assez, comment dire, assez furieux, quoi. J'ai pas lésiné sur les moyens, quoi. Donc c'est-à-dire que, emporté dans la curiosité, je me suis retrouvé à prendre des doses, quel que soit le type de drogue, pardon, démesuré, ce qui m'a emmené sur des bad trips. Franchement, je crois que j'ai vu la face agréable de chaque drogue, mais également la face très désagréable de chaque drogue aussi, quoi. Alors, je m'appelle Ahmed, j'ai 25 ans. Je suis né dans une petite ville sans prétention en Eure-et-Loire. Et c'est aussi l'endroit où j'ai grandi. Donc, j'ai fait mon collège sans vraiment trop d'histoire. J'étais pas quelqu'un qui était trop, qui était vraiment axé sur sa scolarité, mais pas trop détaché non plus. Voilà. Et puis donc, bah, c'est vraiment au lycée où je me suis un petit peu réalisé. Donc, je me suis trouvé assez rapidement des affinités pour tout ce qui est les langues et littérature. C'est à ce moment-là donc que je me suis fait des amis et puis bah ensuite j'ai décidé de partir à la fac et puis bah à l'heure actuelle je suis toujours étudiant. Alors j'ai eu la première occasion de tester les drogues en général, donc bah, c'était au lycée. J'étais avec des amis que je venais tout juste de rencontrer et qui avaient l'habitude de fumer, hein, de fumer des joints, du cannabis. Puis bah, très rapidement, là où avant c'était quelque chose qui était absolument proscrit pour ma part, bah il y a une espèce de curiosité qui s'est très vite installée, qui était sans doute facilitée par la sympathie mutuelle qu'on avait en fait avec ces amis-là. Et donc à ce moment-là, bah, j'ai découvert un petit peu la sensation que c'était de pouvoir modeler un petit peu son esprit, son humeur vers quelque chose de plus positif, de plus convivial. Moi qui a toujours été quelqu'un de à la fois stressé et plutôt introverti au final, donc ça m'a quelque part offert un petit peu d'autres perspectives. Il y a eu ensuite autour de ça des expériences musicales avec ces amis-là. On a eu l'occasion de faire de la musique ensemble. On s'est aussi trouvé grâce à ça. Et dans la pratique musicale, il y a forcément toujours une certaine recherche en fait, avec un grand R. Et puis bah, quand on s'est très vite rendu compte qu'on a pu coupler ça avec nos expériences à côté, on n'a pas hésité. Dans l'idée, on était vraiment tous tournés autour du cannabis et de toute la culture qui émanait de ça. C'était très positive attitude, good vibes. Voilà, c'est des choses dans lesquelles on se reconnaissait beaucoup d'abord en tant que personne en fait. Donc à la fin du lycée, quand il y a des personnes autour de nous qui ont commencé à faire usage d'autres produits dans des cadres toujours festifs, il y a ceux que ça fascinait dans un premier temps, et il y a également ceux que ça intriguait, puis ceux que ça faisait peur en fait. Ça fait réagir quand ça arrive autour de nous, ça c'est certain, et puis en fait, la manière dont on réagit va nous classer en fait en petits groupes, et c'est aussi ce phénomène de groupe qui fait évoluer en fait ces états de pensée là. Donc nous au final, bah, on s'est très vite, on a très vite commencé à faire usage d'amphétamines, d'ecstasy, parce que c'était complètement autre chose par rapport à l'alcool et au cannabis qu'on connaissait. Il y avait toute une dimension stimulante qui nous amenait aussi, dans notre jeunesse, on aime beaucoup prouver qu'on sait faire la fête, qu'on sait faire la fête fort et longtemps. Et quand on s'est rendu compte que ça nous offrait ce potentiel-là, on a tout de suite vu un champ de perspective qui était encore plus grand que celui qu'on avait au départ. Et encore une fois, bah, c'est la curiosité des jeunes en fait. Et quand on est parti du lycée, qu'on est parti vivre dans des villes plus grandes pour le travail, pour les études, il y a un accès beaucoup plus large et beaucoup plus diversifié aux produits qui s'est offert à nous. Donc ça nous a aussi amené à tester d'autres choses, dont les psychédéliques. Et on avait tous beaucoup entendu parler du LSD, des champignons hallucinogènes. Et encore une fois, il y a ceux que ça intriguait et il y a ceux que ça effrayait. Et nous, étant donné qu'on avait essayé plusieurs produits,
Jeunes qu'on était, on se disait qu'on avait à peu près tout vu, quoi. Donc on s'attendait pas à être forcément très surpris. Donc nous, on a décidé de tester ça dans des conditions qui n'étaient pas forcément favorables, ce qui nous a pas empêché d'apprécier le produit. Et en fait, il y a une mécanique qui se rapproche un petit peu de l'addiction, mais qui est différente dans le sens où, bah, quand on apprécie une expérience, naturellement, on va être amené à la répéter. Et encore une fois, le fait de manquer d'informations, de renseignements sur un produit, ça nous amène à commettre des erreurs. Et donc, je me souviens d'un jour où je me suis réveillé un matin et que je ne me sentais plus pareil, en fait. Donc, comme je te disais, j'ai quand même évolué dans un contexte familial où justement mon père était quelqu'un qui parlait de sa consommation de drogue sans aucun tabou et était un petit peu érigé en héros parce qu'il l'avait traversé. Quand t'es enfant et que tu perçois ton père de cette manière-là, forcément tu vois, ça engendre une curiosité mais carrément malsaine en fait. Donc moi, le truc, c'est je cherchais toujours à aller le plus loin possible, en fait. Sauf que c'est antagoniste à mon caractère. C'est pour ça que j'ai tapé des bas à répétition. C'est que je suis pas quelqu'un qui aime lâcher le... Je suis quelqu'un qui aime avoir le contrôle, quand même, toujours, tu vois. Donc c'est pas compatible avec la notion de prendre 3 gouttes de LSD et bim, partir en sucette. Non. Moi, quand je sentais que c'était trop fort, justement, je faisais en sorte de bloquer l'effet. Tu vois ? Ce qui m'a valu comme je te dis, des bad trips à répétition. Mais c'était clairement un espèce de fantasme. Hein. Ouais, on peut dire ça comme ça. Hein. Pour te dire, hein, à 14 ans, je rêvais d'avoir une vraie hallucination. Une vraie hallucination. Quand j'en ai eu une, ça m'a détendu. J'ai regretté, tu vois, d'avoir voulu ça. Mais j'avais une vision erronée, en fait. J'avais une vision complètement erronée du phénomène. Ça concerne aussi mon oncle, et dans une moindre mesure ma mère. Donc c'est la famille, hein, clairement. J'ai baigné dans un environnement familial qui lui-même avait baigné dans la drogue. Et à force d'en parler de manière décomplexée, effectivement, ça a nourri un espèce de fantasme. Ouais. Porté par tout ça et par la fougue de l'adolescence, j'y suis allé à fond, quoi. Et à 20 ans, il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure provoquée par une surdose, en fait, de LSD. Donc le contexte étant que à 20 ans, tout simplement, hein, j'allais chez un ami d'enfance. 2 potes étaient là. J'arrive et je vois qu'ils sont en train de se mettre quelques petites gouttes de LSD, tu vois. J'étais pas du tout dans cet état d'esprit, j'avais fumé. Bon, à cette époque-là, je fumais, j'étais consommateur régulier de cannabis. Et en arrivant, je les vois comme ça, tu vois. Et au début, on m'en propose, forcément. Moi, je dis non, j'avais pas envie. Et puis, je commence à me dire, mais attends, tu vas passer toute une nuit avec 2 Teletubbies complètement explosés au LSD. Tu vas t'ennuyer, quoi. Étant moi-même consommateur, quand même. Et donc, je me dis, bon, allez, je vais quand même en prendre. Et de là j'ai commis une erreur. Ce type de drogue, ça fait partie du set and setting. Ce type de drogue, faut vraiment avoir envie d'en prendre. Si t'es comme moi, j'étais là à ce moment précis, dans une espèce de confusion, il y a de gros risques. Donc, mon pote qui était déjà bien explosé me met 2 gouttes dans un verre de whisky, 2 gouttes de LSD. Ce qui représente une dose plutôt conséquente.
Verre de whisky que j'ai consommé d'une traite. Alors là, j'ai eu la montée la plus rapide de ma vie. C'est un truc de dingue. Bon, au début, j'ai commencé, effet traditionnel, tu sais, crise de rire, distorsion de la vision, des pensées, de la réalité, etc. Et puis à un moment, la montée se faisant tellement forte, que j'ai clairement essayé, du moins, de bloquer l'effet. Je me suis pas laissé aller à l'effet. Par contre, je me le suis pris quand même en pleine tête. Et là, j'ai senti une espèce de confusion, mais totale, confusion d'essence, absolument totale. J'ai eu des blackouts, carrément des pertes de conscience, des mini pertes de conscience d'une seconde, avec une montée qui ne s'arrêtait plus. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir une distorsion de la réalité que j'ai au début attribuée à l'effet en lui-même du LSD. Sauf que, je te passe le détail de cette nuit-là, mais en gros, j'ai passé la nuit à en prendre plein la tête, quoi. Parce que l'effet était super fort, super écrasant, et moi je luttais contre cet effet. Donc c'était extrêmement désagréable, je me tortillais dans tous les sens, c'était pas cool, quoi. Je me sentais pas bien. Et donc le petit matin arrivé, tu vois, plus 15 heures donc après la prise, je me sens toujours dans cet état à la fois là et à la fois pas là, tu vois. Un sentiment d'irréalité, que ce soit à propos de soi-même ou à propos de l'environnement, extrêmement présent. Donc je me dis, bah écoute, j'essaie de me raisonner, je me dis, bon, bah, c'est à cause du LSD, ça va passer en quelques jours. Et donc je rentre chez moi. Je rentre chez moi, comme je t'ai dit, j'étais consommateur régulier de cannabis, donc je rentre chez moi, je fume un joint, et là, ça empire grave. Je fume un joint, je pensais que ça allait me calmer. Grosse montée d'angoisse. Et à partir de là, ce sentiment de confusion et d'irréalité ne m'a plus quitté pendant plusieurs années. Alors, j'avais consommé la veille, effectivement, et c'était d'ailleurs une expérience que je n'avais pas forcément appréciée, parce que j'avais consommé avec une amie, que nous n'avions personne, entre guillemets, pour nous surveiller, et que par la force des choses, on s'est retrouvés dans la rue, en pleine nuit, sans personne, tout seul, sans repère, comme ça. Donc, on a dû appeler des amis dans l'urgence, et en fait, tout ça, ça a généré un stress et une anxiété qui, couplé aux effets des produits, était complètement décuplé. Et c'est vraiment après des heures et des heures de bataille mentale qu'on a réussi à s'endormir, donc on a pu avoir un hébergement d'urgence. Et quand on s'est réveillé le lendemain, elle était fatiguée, mais elle avait l'air d'aller bien, et moi je sentais qu'il y avait quelque chose de différent. Quentin et Ahmed ressortent de leur prise de drogue complètement désorientés, ce qui arrive assez régulièrement quand on prend une dose trop importante, dans un contexte inadapté. Mais le vrai problème, c'est que ça va durer. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast grâce à une page Tipeee, dont le lien est en commentaire. Dans le prochain épisode, Quentin et Ahmed nous décriront ce qu'ils ont vécu après ces 2 soirées fatidiques. D'ici là, portez-vous bien.